Bonjour à tous. Donc je m'appelle David Lubitsch. Je suis responsable scientifique du pôle cybersécurité à DGA Maîtrise et chercheur associé à l'Institut de recherche mathématique de Rennes. Et je suis très heureux de vous accueillir pour cette session de l'European Cyber Week consacrée à la recherche en cybersécurité en région Bretagne. Donc l'objectif de cette session, c'est de mettre en valeur le tissu de la recherche académique en lien avec la cybersécurité en région Bretagne au travers d'un instrument central pour son écosystème, à savoir le pôle de recherche cybersécurité, dont l'un des axes forts est le travail de la synergie entre le pôle cybersécurité de la DGA et les laboratoires de recherche académiques. Donc cet instrument a contribué pendant les 6 dernières années à la montée en puissance de la recherche en cybersécurité en région Bretagne, et il sera prochainement renouvelé au printemps. Donc c'est une étape importante qui nous a permis de faire un bilan des actions réalisées et de tracer des pistes pour l'avenir. Donc nous allons développer ce sujet. Mais au préalable, donc je souhaite vous indiquer que nous souhaitons avoir le maximum d'interactivité avec l'auditoire. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions auxquelles nous nous ferons un plaisir de répondre à la fin de la table ronde. Tout d'abord, je souhaite donner la parole à Lionel Morin, directeur de DGA Maîtrise de l'information, pour un mot de présentation. Bonjour à toutes et tous, je suis l'ingénieur général de l'armement Lionel Morin, nouveau directeur de DGA Maîtrise de l'information. J'ai succédé à ce poste à Marie-Noëlle Sclaffer et je me réjouis de reprendre les rênes de cet établissement en forte croissance dans le domaine cyber, numérique et intelligence artificielle. C'est un centre que je connais bien par mes précédentes fonctions, mais je découvre tous les jours la richesse, la diversité des activités et le niveau d'excellence associé. Sans être un expert, je connais un peu le domaine de la cybersécurité puisque dans mon précédent poste, j'avais la responsabilité du pilotage des programmes d'armement du domaine. Bien sûr, j'aurais préféré faire votre connaissance physiquement, il faut dire maintenant en présentiel. À l'occasion de cette séquence relais de l'European Cyber Week, mais à nouveau, nous nous plions aux circonstances sanitaires exceptionnelles du moment. Je tiens d'ailleurs à saluer au passage les capacités d'adaptation des organisateurs. Je ne doute pas que nous aurons très vite l'occasion de nous retrouver, je l'espère en tout cas, si possible avant la 6e édition de l'European Cyber Week qui se tiendra du 16 au 18 novembre prochain. En lien avec la région Bretagne, nous avons souhaité consacrer la séquence de cet après-midi à l'accord général de partenariat en recherche cyber. Cet accord, qui réunit nos deux institutions, bientôt 4, j'y reviendrai, et 11 établissements de recherche, est en effet arrivé à échéance après ses 6 premières années d'existence et va être renouvelé à nouveau pour 6 ans. David Lubitsch, directeur du pôle recherche cyber, qui anime au quotidien ce partenariat, détaillera tout à l'heure le bilan de ces 6 premières années et les très belles perspectives des prochaines, mais je veux d'ores et déjà souligner le véritable succès de cet accord, qui était pionnier en France lors de sa signature et qui aujourd'hui encore demeure unique. L'accord général de partenariat, ce sont plus de 12 millions d'euros investis par la Direction générale de l'armement et la région Bretagne, conformément d'ailleurs aux objectifs que nous nous étions fixés, au profit de la communauté scientifique cyber de notre écosystème, que ce soit via le financement des thèses, des post-docs, de séminaires scientifiques, ou encore, c'est une position qui me tient à cœur, par l'association de personnel de la DGA à des laboratoires. Association propice à des synergies extrêmement fortes entre nos communautés. C'est le parfait exemple d'un accord gagnant-gagnant, fécond sur le plan scientifique des deux côtés. La cyber est ainsi devenue, je devrais dire encore plus devenue, un axe majeur de la politique scientifique des établissements signataires, qui, comme DGA Maîtrise de l'information, sont montés en puissance et ont largement recruté dans ce domaine, contribuant eux aussi au cercle vertueux du développement et du rayonnement de cet écosystème unique de formation, recherche, innovation, développement économique. Je l'ai dit, le webinaire d'aujourd'hui sera l'occasion de discuter des perspectives pour les 6 prochaines années. Je veux tout d'abord me féliciter
que le renouvellement de l'accord se place sous l'égide d'un nouveau signataire, le pôle d'excellence cyber, qui était encore naissant il y a 6 ans et qui se révèle aujourd'hui notre bannière commune de ralliement et de rayonnement au-delà même de notre communauté, au plan national et encore plus au niveau européen. Je sais l'importance du caractère européen et international pour les travaux scientifiques. Ce sera donc une priorité partagée et le renforcement prévu de la communication devra y contribuer. De même, symboliquement, que la création d'une marque qui sera prochainement dévoilée en lien avec le pôle cyber. Elle aura vocation, elle aussi, à faciliter la reconnaissance large de nos productions communes. Je me réjouis également que nos camarades de l'ANSSI, Agence nationale des sécurités des systèmes d'information, nous rejoignent dans cet accord, en plus de nous rejoindre physiquement en région Bretagne, et soient signataires de ce renouvellement. Je n'ai aucun doute quant au fait que cela marque à la fois la reconnaissance du travail accompli et une formidable opportunité pour accélérer et aller plus vite et plus loin. Dernier point, et pas le moindre, et je suis certain d'être en phase avec Bernard Pouliquin et la région Bretagne sur ce sujet, je veux insister sur le caractère dual de nos travaux. Les sujets d'intérêt cyber du ministère des Armées sont aussi ceux de la société civile, et inversement. C'est par exemple le sens du renforcement des sujets liés à la santé, dans le cadre de ce nouvel accord, et l'actualité récente démontre malheureusement l'intérêt de cette thématique. Mais je pourrais aussi citer les sciences humaines et sociales qui elles aussi seront développées. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Je vous souhaite d'excellents échanges cet après-midi et vous dis à bientôt en présentiel. Donc je remercie Lionel Morin pour ce mot de présentation. Et maintenant, je vais donner la parole au deuxième grand parrain du pôle de recherche cyber, qui est la région Bretagne, représenté par son vice-président recherche, Bernard Pouliquin. Bien. Bernard, c'est à toi. Merci. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc Bernard Pouliquin, effectivement, vice-président à la région Bretagne, en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et aussi de la transition numérique. C'est avec cette double casquette ESRI et numérique, en quelque sorte, que je soutiens depuis 6 ans maintenant la politique que nous avons menée pour accompagner le développement de la cybersécurité en Bretagne. C'est avec un grand plaisir, très sincèrement, que j'ouvre cette séquence et je ne peux pas oublier tout le travail réalisé de concert avec Marie-Noëlle Sclaffer sur ce sujet. Avant toute chose, je salue l'arrivée de Lionel Morin, le nouveau directeur de DGA de la maîtrise d'information, et je suis ravi d'ouvrir cette session intermédiaire de l'European Cyber Week de concert avec la DGAMI en attendant l'édition 2021 de l'European Cyber Week en présentiel au couvent des Jacobins entre le 16 et puis le 18 novembre prochain. Quand, en 2014, la DGAMI et la région ont décidé ensemble de sceller un pacte avec les 11 institutions académiques, universités et écoles, afin de contribuer à la montée en puissance de la recherche en cybersécurité en Bretagne, nous avons fait le pari de la synergie entre les institutions, de l'intelligence collective durable, avec des financements pluriannuels garantis pour les chercheurs et une animation scientifique partagée. In fine, comme ça a été dit, c'est quand même 12 millions d'euros qui ont été investis par la DGA et la région. Et cet après-midi, nous allons partager ensemble le bilan de cette première étape pour mieux préparer la suite et l'accord qui va être prochainement renouvelé pour 2021-2027 avec de nouveaux partenaires comme l'ANSSI, ça a été indiqué par monsieur Morin, et l'Agence de l'innovation défense également qui est présente sur le sujet. Tout ceci n'aurait jamais pu avoir lieu, d'ailleurs au demeurant, sans la création du pôle d'excellence cyber. C'est pourquoi, pour cette seconde phase, nous avons insisté sur le besoin de plus et de mieux communiquer en s'appuyant sur la marque FI développée par le pôle d'excellence cyber. C'est un tournant, mais c'est aussi un gage d'avenir pour l'écosystème d'innovation en Bretagne que d'avoir un soubassement recherche fondamentale de l'excellence en matière de cybersécurité. Je me réjouis que le nouvel accord de partenariat, qui s'inscrit aussi
dans l'environnement de formation de l'européenne, de l'EUR, excusez-moi, Cyber School, en lien avec notre économie ouverte, notamment sur les questions de santé, mais aussi sur les questions d'avenir maritime, nous amène à travailler très directement sur des questions qui renvoient à la problématique européenne, comme il a été indiqué tout à l'heure. La région s'est dotée d'un nouvel outil de co-funding avec la Commission européenne pour accueillir 75 chercheurs internationaux. Ça s'appelle CoFund Bienvenue. Et ainsi, ça devrait nous permettre, dans le cadre de l'accord général de partenariat, d'offrir des conditions attractives pour de nouveaux chercheurs de haut niveau et poursuivre le développement du domaine d'excellence cybersécurité. En tout cas, nous le souhaitons ainsi. J'espère que collectivement, vous saurez vous saisir de cette opportunité de lisibilité européenne et qui est fort enviée d'ailleurs par d'autres sites universitaires en France et en Europe. Enfin, je souhaite, et je sais combien David Lubitsch a œuvré et œuvre pour l'animation de l'accord général de partenariat, et je le remercie de mettre tout autant en avant la région que sa propre institution ou les établissements partenaires pour développer la dualité des sciences humaines et sociales et des sciences et technologies avancées. Au demeurant, on retrouve cette préoccupation dans les différents dispositifs que nous avons travaillés dans le cadre du contrat de plan État-région qui se déroulera également sur la période 2021-2027. Pour finir, la dimension européenne, comme ça a été indiqué par Lionel Morin, la dimension européenne sera un marqueur fort de ce deuxième accord et s'inscrit dans la stratégie d'innovation S3 que nous avons votée en décembre dernier en région Bretagne. Le levier cyber est véritablement une colonne vertébrale dans cette S3 et est un élément fort, on va dire, de notre stratégie régionale telle que nous l'avons votée en juin 2020. Voilà, je vous remercie et bonne table ronde pour la suite. Merci beaucoup Bernard pour cette intervention qui nous fait rentrer dans le vif du sujet. Et donc, comme je le disais, en fait, je vais vous présenter un petit peu le pôle de recherche cyber. Et cette présentation va servir de fil conducteur pour mettre en valeur d'une manière générale l'écosystème breton de la recherche et de l'innovation en lien avec la cybersécurité. Alors, excusez-moi, voilà. J'ai essayé de dérouler mes présentations. Donc, ma présentation du pôle de recherche cybersécurité va dérouler un certain nombre de points. D'abord, je vais vous expliquer brièvement en quoi consiste ce pôle de recherche cybersécurité. Je vais vous expliquer quelles sont les motivations pérennes et structurelles qui ont donné lieu à sa création. Je vais expliquer sa genèse et ses principales réalisations dans les 6 dernières années. Et ensuite, puisqu'on parle de renouvellement, je parlerai des projets pour l'avenir. Donc tout d'abord, je vais expliquer ce qu'est ce pôle de recherche cyber. Donc en bref, c'est l'entité concrète qui est créée par un accord général de partenariat qui a été signé en 2014 pour 6 ans par 13 partenaires et qui organise une gouvernance scientifique afin de gérer un budget d'investissement d'environ 2,5 millions d'euros par an, qui est principalement abondé par la DGA et la région Bretagne afin de financer des projets de recherche dans le domaine de la cybersécurité. Donc, comme je l'ai indiqué, cet accord sera renouvelé au printemps. Le partenariat regroupe des institutions de nature différente, ce qui en fait quelque part l'originalité. Ce pôle de recherche cyber n'est pas un LabEx, ce n'est pas un groupement d'intérêts scientifiques, ce n'est pas une agence de moyens, c'est vraiment un élément de structuration originale. Donc, comme je le disais, il regroupe la DGA et la région Bretagne, donc une administration du ministère des Armées, une direction du ministère des Armées et une collectivité territoriale ayant compétence dans l'organisation de la recherche. Et puis,
les tutelles des UMR, IRISA, IRMAR, IETR, LAPSTIC, IOD, donc les UMR développant l'expertise dans le domaine des mathématiques, de l'électronique, de l'informatique et des sciences humaines et sociales en lien avec le droit. Et donc ces tutelles, là encore, sont des institutions qui sont de nature diverses. Donc il y a des instituts de recherche nationaux que sont le CNRS et l'INRIA. Il y a des universités, l'université de Rennes 1, de Rennes 2, l'université de Bretagne occidentale, l'université de Bretagne Sud, et puis des écoles d'ingénieurs comme IMT Atlantique, Centrale Supélec, INSA, et puis l'ENS Rennes. Donc l'ensemble de ces partenaires académiques que je viens de citer regroupe une masse critique en termes de chercheurs travaillant au moins partiellement dans le domaine de la cybersécurité, correspondant à environ 300 équivalents temps plein. Donc c'est une masse extrêmement importante, et dont 4 équipes qui travaillent à 100% dans le domaine de la cybersécurité, dont 3 à l'IRISA et une au LAPSTIC, qui correspond à environ 110 ETP. Donc maintenant, je vais expliquer quelles sont les motivations qui ont prévalu à la mise en place de ce pôle de recherche en cybersécurité. Et donc, un axe fort de travail de ce pôle de recherche consiste à exploiter la synergie entre le pôle technique de DGA Maîtrise d'information et les institutions de recherche académique qui sont à proximité. Donc un mot de ce pôle de recherche, de ce pôle de cybersécurité de DGA Maîtrise de l'information, donc il regroupe environ 600 ingénieurs et qui continue de monter en puissance, puisque on le verra, je pense, au moment de la table ronde, des recrutements sont prévus à l'avenir. Donc c'est l'expert technique du MENARM, du ministère des Armées en matière de cybersécurité, qui vient en appui des programmes d'armement, ainsi que des opérationnels du ComCyber, par exemple. Et donc, il est absolument indispensable dans un domaine comme la cybersécurité pour un pôle technique, un tel pôle technique, d'entretenir des liens avec la recherche académique. D'une part, de par sa fonction d'anticipation, parce que pour pouvoir fournir le meilleur niveau d'expertise à tout moment sur des sujets sachant le caractère pointu et mouvant de la cybersécurité, il est absolument indispensable de savoir prévoir l'évolution des technologies, de la menace et des usages. Et pour cela, d'être au front de la recherche dans le domaine de la cybersécurité. Et puis deuxième point aussi très important, c'est le fait de garantir le plus haut niveau d'expertise technique et de savoir se calibrer. Et pour cela, les pratiques de la recherche, qui est d'une certaine manière est assez compétitive, puisque les chercheurs doivent publier leurs productions, leurs inventions, et se soumettre à l'évaluation par les pairs. Et de ce fait, ils sont amenés à se calibrer par rapport au meilleur niveau international. Et c'est vraiment quelque chose d'important dans le domaine de la cybersécurité pour deux raisons. Premièrement, parce que dans le domaine de la cybersécurité, on ne voit pas nécessairement le résultat de ce que l'on cherche à faire. Typiquement, pour être clair, quand on produit je donne un exemple pour être clair, quand on conçoit une primitive cryptographique, et si cette primitive, elle est mal conçue et qu'elle est cassée, eh bien, c'est pas l'attaquant qui va vous prévenir. Et donc, on n'a pas une visibilité sur la pertinence de ce qu'on produit. Et puis, deuxièmement, il y a aussi le fait que, à la déjà maîtrise de l'information, il y a toute une partie de l'activité qui est soumise à des règles de confidentialité qui font qu'on ne peut pas vraiment, il est difficile parfois d'échanger, et donc ça crée des cloisonnements qui peuvent être délétères pour le maintien d'un haut niveau d'expertise technique. Et donc c'est pour ça qu'il est très important pour nous d'avoir des interactions fortes avec un monde ouvert,
qu'est le monde de la recherche académique. Et donc, dans ce contexte, le pôle technique a depuis très longtemps des liens privilégiés, a tissé des liens privilégiés avec les laboratoires de recherche bretons, du fait de leur proximité qui permet des collaborations à la fois riches de par leur diversité. C'est très clairement, on ne va pas pouvoir mettre en place un séminaire de recherche hebdomadaire avec un établissement qui est à l'autre bout de la France. Et puis, toujours du fait de la proximité, ces collaborations peuvent être suivies. Et puis, par un effet, on va dire, d'osmose, les laboratoires bretons ont développé de fortes compétences en lien avec les préoccupations opérationnelles portées par DGA Maîtrise de l'information. Donc, comme le disait Bernard, l'année 2014 a été une année de cristallisation. Il y avait un potentiel avec on va dire la mise en place de collaborations importantes, mais sporadiques, entre la DGA et puis les laboratoires de recherche académiques locaux. Et donc cette cristallisation s'est faite de la rencontre entre, on va dire, un savoir-faire opérationnel de mise en place de collaboration et d'expertise technique du pôle technique de la DGA, et puis une vision stratégique, une vision politique qui a été portée par la région via le pacte d'avenir pour la Bretagne. Et donc, en 2014, s'est mis en place le pôle d'excellence cyber qui s'est transformé, qui a été incarné par une association loi 1901 en 2015, et tout de suite après, l'accord général de partenariat portant cyber a été signé. Alors, quelles sont les principales réalisations de ce pôle de recherche cyber? Donc, sur le plan organisationnel, il a contribué à la montée en puissance de la recherche en cybersécurité. Tout d'abord, de manière très concrète, par la forte augmentation des moyens alloués à la recherche. Et alors, je disais, en fait, on est passé de quelques centaines de kilos euros par an à 2,5 millions d'euros par an, ce qui est une augmentation très, très sensible. Et surtout en donnant une visibilité pluriannuelle aux établissements de recherche, leur permettant d'investir le thème de la cybersécurité dans de très bonnes conditions. En mettant en place une gouvernance pour le pilotage efficace, transparent de ces moyens, et en mettant en place un dialogue stratégique avec les établissements, permettant d'identifier des sujets d'intérêt commun, et il y en a plein, nous permettant de concentrer des moyens et ensemble, collectivement, d'augmenter notre niveau d'ambition. Et par ailleurs, l'accord a permis aussi de créer un espace, on va dire, contractuel homogène, permettant de simplifier et d'avoir une grande réactivité dans les processus de contractualisation, ce qui nous permet de mettre les moyens rapidement, là où il faut, quand on le veut. Et donc, vous voyez qu'on a toutes les... ça nous permet d'exploiter toutes les... On a tous les avantages d'un partenariat riche, puisqu'il est constitué d'institutions qui ont des cultures et des modes de fonctionnement différents, sans en avoir les inconvénients, parce que, bien évidemment, cette richesse peut être source de complications, mais ce n'est pas le cas dans le cadre de l'accord général de partenariat, ce qui nous permet de nous concentrer sur les aspects les plus importants de notre projet, qui est le pilotage scientifique et le pilotage stratégique, de manière à avoir une montée en puissance cohérente de l'ensemble des acteurs. Donc, les axes de travail qui sont portés par le pôle de recherche cyber, bien sûr, tous ces axes, enfin, ces aspects stratégiques que je viens d'évoquer seraient vains si ils ne se traduisaient pas par un soutien concret au travail des chercheurs. Et c'est ce à quoi a contribué principalement l'accord général de partenariat, en mettant en place des modalités de collaboration diversifiées et répondant aux besoins du travail des chercheurs.
en particulier en matière d'animation scientifique, par le biais de 3 séminaires qui sont pilotés, alors, dont le pilotage scientifique se fait par le biais de conseils scientifiques qui sont copilotés par la DGA, les académiques et puis des industriels. Donc les séminaires sont absolument indispensables à la recherche scientifique parce que ce sont des moyens extrêmement importants de suivre l'actualité scientifique, de décloisonner l'activité, les différentes thématiques et finalement en fait, d'avoir des idées, parce que bien évidemment, la recherche, ce n'est pas un travail solitaire, les idées viennent des rencontres et des discussions entre les chercheurs. Et puis, les séminaires permettent aussi de donner de la visibilité sur l'activité scientifique locale. Voilà. Donc, je disais, on en a 3 séminaires qui couvrent l'ensemble des thématiques de la cybersécurité. Nous mettons en place aussi des semestres thématiques qui sont des événements scientifiques échelonnés dans le temps, qui portent sur une thématique donnée et qui permettent d'accélérer, on va dire de cristalliser des compétences, d'attirer des compétences autour d'une thématique que nous jugerions prioritaire. Et puis, bien évidemment, il y a des appels à projets qui permettent de financer des thèses et des postdocs via une sélection extrêmement compétitive organisée qui se fonde sur une évaluation croisée inter-UMR. Nous finançons environ 18 projets par an. Et toujours dans cette idée de décloisonner, d'exploiter les richesses de notre partenariat avec des institutions qui ont toutes un intérêt, une vision, on va dire, qui ont toutes un travail en lien avec la cybersécurité, mais qui, ingénieurs, qui, chercheurs, jettent un regard oblique sur les différents sujets. Donc, il y a 15 personnels de DGA maîtrise de l'information, 15 experts, qui participent de la vie des laboratoires en ayant, comme leurs collègues, une activité de recherche académique à l'intérieur de ces laboratoires. Donc à retenir, on a appris, alors donc nous sommes un partenariat composé d'institutions vraiment diverses. Quelque chose d'important, c'est qu'on a vraiment appris à fonctionner ensemble en créant un collectif extrêmement fort. Au niveau des chercheurs, il y a une véritable communauté de la recherche qui s'est créée via les séminaires où on se rencontre régulièrement, via les évaluations croisées des projets de recherche. Donc la dynamique de cette communauté est clairement visible. Je vous invite, si vous êtes un expert, en tout cas ça peut vous intéresser, de vous inscrire à notre bulletin qui recense l'ensemble des événements scientifiques qui sont organisés par le biais du pôle de recherche cyber. Donc c'est une liste de diffusion qui est pas très bavarde puisqu'il y a un bulletin tous les mois. Et en fait, elle est le témoin de la dynamique scientifique mise en place par le pôle de recherche cyber. Et puis, donc, cette vision stratégique a permis aux acteurs académiques de se mobiliser sur la thématique, et ils ont excellemment joué le jeu en affirmant la cybersécurité comme une priorité stratégique de leur projet scientifique. Et cela s'est traduit par des recrutements, mais aussi de belles réussites dans des appels qui sont compétitifs, comme les appels PIA, avec le tout récent lancement, par exemple, de l'EUR Cyber School. Mais aussi par l'exploitation, la mise en place de moyens communs financés par le biais du CPER. Donc, on peut dire que le pôle de recherche en cybersécurité est devenu un élément structurant incontournable de la recherche en cybersécurité bretonne. Donc, comme je le disais, donc l'accord qui porte le pôle de recherche cybersécurité va être prochainement renouvelé. Donc, un nouvel accord sera signé au printemps 2021 pour 6 ans.
Cet accord est fondé sur un projet qui a été conçu en commun avec l'ensemble des établissements partenaires et qui tient compte de l'évolution de l'écosystème qui s'est entre-temps, depuis 2014, qui s'est notablement enrichi avec de nouveaux éléments de structuration extrêmement importants. En se fondant sur les acquis, c'est quand même extrêmement important de savoir tout ce qui a bien marché, mais aussi en ayant le regard aiguisé, le regard critique, pour améliorer tous les aspects que l'on pouvait du précédent accord, afin de porter l'ambition de positionner la recherche bretonne comme un acteur incontournable au niveau international. Donc, comme je le disais, en fait, nous apportons avec le renouvellement de l'accord de nombreuses améliorations, parmi lesquelles donc un partenariat renforcé avec la présence de nouveaux acteurs, et non des moindres, puisque l'ANSSI, qui va ouvrir une antenne en Bretagne, et donc qui est l'acteur de référence en France en matière de cybersécurité, va nous rejoindre, mais aussi de nouvelles écoles d'ingénieurs comme l'ENIB et l'ENSA Bretagne, et puis le rapprochement avec l'ENSAI, qui est une école de statistique qui entretient des compétences extrêmement importantes dans le domaine des statistiques, de l'intelligence artificielle et du big data. Nous espérons aussi augmenter notre budget d'investissement via une diversification des sources de financement. C'est ainsi que nous avons un partenariat avec l'EUR Cyber School pour notre appel à projet de thèse. Et puis, à terme, nous espérons que l'ANSSI participera au financement de projets de recherche qui l'intéressent. Nous allons aussi favoriser l'innovation en partenariat avec l'Agence de l'innovation de défense, qui développe une forte expertise dans ce domaine, c'est son métier. Nous allons renforcer le dialogue stratégique avec des établissements, toujours dans l'idée d'identifier des points d'intérêt communs et de monter en puissance sur ces sujets. Nous allons, comme le signalait Bernard, renforcer la communication en créant une marque fille du pôle d'excellence cyber et nous appuyer sur cette communication pour mettre en place une stratégie d'attractivité, car dans le domaine de la cybersécurité, le recrutement des talents sera le nerf de la guerre. C'est ce qui fera qu'on se positionnera ou pas au meilleur niveau international. Et puis, nous souhaitons investir tous les domaines de la recherche en cybersécurité, en particulier en structurant mieux les liens avec les sciences humaines et sociales, car on sait très bien que les facteurs humains font partie intégrante de la chaîne de sécurité que nous souhaitons contrôler. Et puis, un point de vue un peu plus vertical, en nous rapprochant des UMR en technologie de santé, nous voyons bien, l'actualité nous dit bien que c'est vraiment un sujet extrêmement important. Donc, en conclusion, on voit bien que le pôle de recherche cybersécurité est un instrument original et performant qui fait partie des actifs essentiels au développement de la cybersécurité en région Bretagne. Bien évidemment, cet instrument n'est pas seul. En fait, il y a d'autres instruments. On va dire que la recherche, dans toutes ses dimensions et les problématiques associées, ne peuvent pas être traitées par un seul instrument. Mais en fait, on a d'autres éléments de structuration. On en parlera peut-être au moment de la table ronde. Et ce qui est important, c'est que tous ces instruments forment un écosystème, ils font système, ils marchent bien ensemble, et ils participent tous du projet général qui est porté par le pôle d'excellence cyber, qui est simplement d'accompagner la montée en puissance de la cybersécurité en région Bretagne sur les piliers recherche, formation et développement économique. Donc, moi, j'en ai fini avec ma présentation. Et donc, on va passer à la table ronde. On va rejoindre nos invités. Alors, je vais les présenter brièvement. Donc, on va être rejoint par Sylvain Duquesne, qui est directeur de l'Institut Recherche Mathématique de Rennes, responsable du master de cryptographie de l'Université de Rennes 1, Guy Gognat, professeur
à l'Université de Bretagne Sud et est membre du LAPSTIC. David Dedeline, responsable métier du pôle cybersécurité à DGA Maîtrise de l'information, qui est responsable des orientations techniques et capacitaires du pôle SSI. Et puis Ludovic May, qui est adjoint au directeur scientifique de l'INRIA, chercheur à l'IRISA spécialisé dans le domaine de la supervision. Et donc, en fait, le premier sujet que j'aimerais bien aborder avec les invités de la table ronde, c'est le thème de la montée en puissance qui est revenu à de nombreuses reprises dans les exposés, mais aussi dans les mots d'introduction de Lionel Morin et de Bernard Pouliquen. Et en premier, je voudrais me tourner vers David Dedeline. David, est-ce que tu peux m'expliquer concrètement cette montée en puissance au sein de DGAMI, comment elle va se traduire en termes, par exemple, d'effectifs et d'organisation? Oui, merci David. Donc bonjour à tous. Donc je suis effectivement responsable métier du pôle SSI de la DGA. Donc on travaille effectivement aujourd'hui sur la montée en puissance du pôle SSI, très concrètement pour faire face en fait aux expressions de besoins qui nous viennent aujourd'hui de notre principal donneur d'ordre, qui est l'état-major des armées, afin d'être en mesure de développer d'une part des produits de sécurité souverains qui nous permettent d'avoir un très haut niveau de confiance sur un certain nombre d'objets qui garantissent la sécurité de nos systèmes d'armes. J'aurai l'occasion d'y revenir dans la suite de la table ronde. Et puis aussi d'être en mesure d'apporter la sécurité dans les systèmes et donc sur des objets assez médiatiques comme le SCAF par exemple, dont on parle régulièrement, qui est un système complexe qui embarque un certain nombre d'aéronefs, certains avec des pilotes et certains autonomes, bien être capable en fait d'amener des services de sécurité dans ce type de système et être capable aussi de mesurer la performance cyber qu'on est capable d'atteindre. Donc tout ça, ça se traduit par une forte montée en puissance des effectifs de DGAMI. Cette montée en puissance, elle se fait de manière, je dirais, synchronisée avec le ComCyber qui lui aussi monte en puissance pour qu'on ait au sein du ministère des Armées une vraie capacité d'action cyber. Donc sur le site de Bruges, donc pour DGA Maîtrise de l'information, pour donner quelques chiffres, on est passé, alors en 2011, on était à peu près 120 dans le domaine de la SSI. Aujourd'hui, on est en février 2021, au jour d'aujourd'hui, on est 550, donc on a eu une très très forte montée en puissance. Et cette montée en puissance ne va pas faiblir puisqu'on prévoit d'être à minima 800 personnes à l'horizon 2025, qui est en fait la fin de la loi de programmation militaire actuelle, sachant qu'il y a des discussions qui sont en cours pour éventuellement revoir cette trajectoire à la hausse pour arriver à faire face à l'ensemble des besoins sur lesquels nous sommes sollicités. Donc tout ça, ça a des impacts évidemment très forts sur notre organisation. D'une part, je dirais de manière un peu triviale, mais qui a néanmoins toute son importance sur les aspects infrastructures, parce que une fois qu'on a recruté quelqu'un, c'est quand même bien de pouvoir lui affecter un bureau et puis un endroit où il puisse s'installer, même si on fait du télétravail en partie, on ne peut pas avoir tout le monde en télétravail. Donc il y a un aspect infrastructure qui est extrêmement dimensionnant. Et puis on a évidemment toute une organisation à mettre en place, notamment au travers de la formation, pour pouvoir accueillir, recruter des personnels, les accueillir, les former pour les amener au bon niveau d'expertise. Et le tout dans un contexte où il y a une très très forte compétition sur les recrutements cyber, puisque non seulement il y a des besoins très très importants, l'actualité s'en fait écho tous les jours en ce moment, donc on peut dire qu'on est sous les feux de la rampe, il y a des problèmes
des attaques de cybersécurité qui tombent de partout. Donc, on sait que la situation dans les mois et les années à venir sur les recrutements d'experts en cybersécurité va être de plus en plus importante. Voilà. Donc, pour ça, on compte s'appuyer sur de la formation pour pouvoir faire monter nos experts en compétences et les amener au bon niveau. Ah, merci David. Donc, il y a plusieurs aspects. Donc, dans ce que tu viens de dire, j'ai retenu qu'il y avait des besoins importants, et puis il y a des aspects aussi de formation. Et donc, je vais me tourner maintenant vers mes collègues chercheurs académiques pour leur poser la même question que celle que je t'ai posée. Donc, en particulier, je voudrais interroger Ludovic May pour qu'il m'explique comment se traduit en termes de recrutement, mais aussi de mise en place d'instruments structurants, la montée en puissance de la recherche en cybersécurité sur la place de Rennes. Okay, merci David de me donner la parole sur ce point. Donc, bon, peut-être déjà pour démarrer, hein, le monde académique rennais et breton plus largement. Moi, je vais vous donner des exemples rennais essentiellement ensuite, et puis mes collègues d'autres endroits de la Bretagne compléteront. Donc, le milieu académique breton n'a pas la puissance de feu de la DGA en termes de recrutement, bien entendu. Pour autant, donc on ne va pas parler de centaines d'arrivées dans les dernières années ou de centaines d'arrivées dans les années à venir. En revanche, il faut mettre en avant des efforts qui ont été faits par les différentes institutions, donc que ce soit les grands organismes de recherche, INRIA, CNRS par exemple, que ce soit par les universités, Rennes 1 par exemple, toujours avec mon tropisme rennais, hein, que ce soit par les écoles, alors, à nouveau en donnant des exemples rennais, à l'INSA par exemple, à Centrale Supélec, à l'IMT Atlantique sur le campus de Rennes. Donc toutes ces institutions-là ont mis en avant, avaient déjà pour un certain nombre d'entre elles depuis longtemps la cybersécurité comme un des thèmes majeurs de leurs travaux scientifiques, ont accentué la mise en avant de ce domaine, et en grande partie en lien avec, bien entendu, ce qui s'est passé autour du pôle d'excellence cyber, et on fait des recrutements dans ce domaine-là. Encore une fois, on ne parle pas de centaines de personnes, hein, c'est quelques unités ou quelques dizaines d'unités au total, mais c'est tout à fait significatif. C'est significatif, mais c'est insuffisant. Ça vient d'être mentionné, la compétition est extrêmement forte pour le recrutement de personnel en cybersécurité. C'est vrai pour les ingénieurs, c'est vrai aussi pour ceux qui veulent s'engager dans une thèse, c'est vrai pour ceux qui veulent trouver un poste de chercheur à l'issue de la thèse, c'est vrai quand on cherche à recruter des post-doctorants, mais c'est vrai aussi quand on cherche à recruter des chercheurs plus expérimentés et plus matures. Donc il y a vraiment un enjeu extrêmement important de compétition, donc l'aspect formation est évidemment essentiel, et un certain nombre des organismes académiques sont aussi des organismes de formation, bien sûr, et puis ceux qui ne sont pas des organismes de formation, en fait, ont dans leur personnel des chercheurs qui contribuent de manière extrêmement importante à la formation. Donc l'enjeu de formation, il est bien compris, et là aussi, il y a eu des efforts qui ont été faits pour aller vers toujours plus d'étudiants formés dans le domaine de la cybersécurité. Toujours plus, aujourd'hui, on constate que ce n'est pas assez. Il faut encore améliorer les choses. Et l'EUR Cybersécurité, Cyber School que tu as cité tout à l'heure, David, évidemment, entre dans la danse à cet effet. Hein. L'objectif, c'est de doubler la formation des étudiants en cybersécurité dans les années à venir. Voilà, donc il y a un travail de formation d'une part. Et puis il y a un travail autour de la recherche. Alors tu me tendais la perche tout à l'heure en disant il y a des efforts de recrutement qui sont faits, et ces efforts de recrutement passent aussi par des efforts de structuration. Et tu as tout à fait raison, c'est-à-dire qu'il y a, pour attirer des doctorants, pour attirer des post-doctorants, pour attirer des jeunes chercheurs sur des postes de maître de conf, mais aussi de chargé de recherche, et surtout pour attirer des chercheurs plus expérimentés sur des postes de prof ou sur des postes de directeur de recherche, il y a besoin d'avoir une grande visibilité. Alors, je pense que la Bretagne est bien visible d'un point de vue académique dans le domaine de la cybersécurité.
À nouveau, je parle de ce que je connais, c'est-à-dire de la place, de ce que je connais le mieux en tout cas, c'est-à-dire de la place rennaise. Je pense que Rennes est clairement sur la carte des endroits qui comptent d'un point de vue académique dans le domaine de la cybersécurité. En même temps, quand on recrute, on voit qu'on n'a pas des cascades et des tsunamis de CV qui nous arrivent, et on voit que c'est difficile et que c'est extrêmement compétitif. Donc, il faut qu'on fasse mieux. Et pour faire mieux, aiguillonné par la région Bretagne, disons, initialement, et puis soutenu fortement par la région Bretagne, les académiques rennais, demain peut-être un peu plus largement en Bretagne, se sont regroupés pour créer ce qu'on a baptisé C-Cube. Alors, on le prononce C-Cube et on l'écrit C3 pour Centre de compétences en cybersécurité, qui est un projet qui est en cours de montage, dont les partenaires académiques sont tous signataires de l'AGP. Alors c'est dans l'autre sens. Les signataires de l'AGP rennais sont partenaires. Et puis il y en a quelques autres des partenaires. Et l'objectif de ces cubes, c'est de réunir dans un même lieu à Rennes des activités de recherche, mais aussi de formation, mais aussi en lien avec l'innovation en cybersécurité, pour renforcer toutes les synergies qu'il y a entre les différents partenaires. Donc c'est un objectif qui est un peu similaire à celui du PEC finalement, mais avec une focalisation recherche extrêmement forte. Et ce nouveau lieu, il se veut une vitrine pour attirer les talents. Donc on pourra peut-être discuter d'autres aspects de ce projet C-Cube un peu plus tard, mais l'aspect attractivité est extrêmement important. Bon, je vais peut-être m'arrêter là en première intention pour laisser la parole à mes collègues également. Sauf si vous voulez que je développe. Merci Ludovic. Non, enfin, on va revenir sur ces cubes parce que effectivement, on reparlera, je pense, des axes formation, des axes innovation qui sont aussi des sujets en soi. Mais j'aimerais bien interroger Guy Gogna, tu as insisté sur le fait que tu pouvais parler de ce qui se passait sur la place de Rennes. Et donc, voyons un petit peu ce qui se passe au niveau du LAVSTIC. Là encore, je voudrais interroger Guy sur des aspects de montée en puissance et de structuration au niveau des universités de Bretagne Sud, de Bretagne occidentale, d'une manière générale, les tutelles qui sont regroupées autour du LAVSTIC. Eh bien, merci David. Bonjour à toutes et tous. Donc, ce que je voudrais dire peut-être en préambule, avant de faire une focale plus précise sur le LAVSTIC, c'est qu'effectivement, l'AGP et le PEC, ça a été clairement un levier très fort. Ça ne veut pas dire qu'il n'existait rien avant en Bretagne dans le domaine de la cybersécurité. Hein. Il y avait des équipes qui travaillaient sur ces sujets-là. Mais ça a vraiment été, ça a contribué et ça a été, je dirais, l'aiguillon qui a permis de vraiment renforcer, de dynamiser cette thématique-là et de faire en sorte que l'ensemble des acteurs, finalement, co-construisent une feuille de route en commun, avec des complémentarités qui sont clairement identifiées et qui font qu'effectivement, l'écosystème breton, il est, à mon avis, il est remarquable et parfaitement complémentaire entre les thématiques qui peuvent être à Rennes, qui peuvent être à Brest, qui peuvent être à Vannes ou à Lorient. Et tous ces partenaires se connaissent très bien et travaillent très bien ensemble. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important parce que, comme le disait Ludovic, aujourd'hui, on a besoin de toujours plus et toute énergie qui sera mise dans cette thématique-là est une énergie nécessaire. Donc si j'en reviens maintenant au LAVSTIC, je dirais que la thématique cyber, elle existe depuis 2012 avec effectivement des équipes qui sont clairement 100% cyber, mais d'autres équipes qui abordent la thématique cyber en complément à d'autres expertises qu'ils peuvent avoir. Un des éléments qui caractérise cette évolution ces dernières années, je pense, c'est effectivement le nombre de chercheurs et d'enseignants-chercheurs qui ont été recrutés. Donc là encore, je veux dire, on est dans le même écosystème avec Ludovic, hein, donc effectivement, ça ne se compte pas par centaines, mais ceci étant, c'est significatif en termes de capacité à conduire des recherches et à développer des formations. Et puis, ce qui est un autre point important, c'est qu'il y a des éléments aussi qui font que tout ça se renforce et se consolide, notamment à travers, je vais citer deux aspects, les chaires industrielles. Donc, je voudrais en citer deux, notamment une chaire qui est orientée sur le maritime, donc la chaire cybersécurité des systèmes navals, qui effectivement
applique la problématique de cybersécurité à des infrastructures du type navire. Et puis également une autre chaire qui est plutôt dans les infrastructures critiques. Donc ça, ce sont des éléments où il y a un très fort partenariat entre les chercheurs et les acteurs, les partenaires industriels. Autre élément que je voudrais indiquer en dehors des chaires, c'est effectivement la volonté d'aller sur un rapprochement de l'innovation et des laboratoires. Et donc la mise en place un peu de manière, on va dire, symétrique du C-Cube. Il y a un projet de technocampus numérique et cybersécurité à Vannes qui a finalement aussi cette ambition de rapprocher à la fois les volets formation, innovation et puis recherche. Et voilà, donc ça, c'est effectivement l'évolution telle qu'elle est aujourd'hui. Et puis, ce qui est important aussi, ce sont les objets du type CPER qui nous permettent d'aller sur des équipements remarquables. Donc, sur la période précédente, il y a eu le CPER CyberSSI qui a rassemblé tous les acteurs bretons, qui balayait un ensemble de sujets depuis des aspects vraiment cryptographie, pense quantique, jusqu'à système de surveillance, système de détection d'intrusion. Et puis, dans le CPER qui est devant nous, on voit aussi que cet effort se poursuit, avec parfois des aspects plus thématiques. Donc, je penserai au CPER usine du futur. Je penserai au CPER autour des questions qui sont liées à tout ce qui est activité satellite, ou aussi le CPER ACAM qui est lié plutôt au maritime. Voilà, donc on voit que tous ces éléments-là se développent, se renforcent et je pense apportent une réponse et une attention très intéressante à l'écosystème qui nous entoure. Voilà, David, pour les premiers éléments. Merci Guy. Et donc, en fait, je vais me tourner vers Sylvain, donc directeur de l'IRMAR. Et donc, je tiens beaucoup à l'engagement de l'IRMAR dans le domaine de la cybersécurité parce que en fait, je fais partie de cette UMR, donc je suis sensible à cet engagement et qui est le signe que, en fait, il faut rester ouvert. Les mathématiques sont en général une activité plutôt conceptuelle, mais il y a des points de contact extrêmement importants entre des sujets très théoriques et on va dire des réalisations pratiques en lien avec la cybersécurité. Et donc, Sylvain, est-ce que tu peux nous expliquer, est-ce que tu peux nous décrire très rapidement ton UMR et les points de contact, les potentialités, donc les réalisations. Donc, en fait, il y a des équipes, il y a des gens qui travaillent dans le domaine de la cybersécurité, mais aussi il y a un potentiel, il y a des projets en cours, je pense. Oui, merci David. Donc l'IRMAR, c'est effectivement le laboratoire de mathématiques de Rennes, et c'est l'un des plus importants laboratoires de mathématiques français, qui bénéficie d'une excellence scientifique largement reconnue au niveau international. Et il y a effectivement une activité significative sur des aspects très importants de la cybersécurité, mais aussi un important potentiel pour augmenter cette activité. Je pense par exemple aux statistiques ou à la cryptographie post-quantique. Ça commence à se faire ces dernières années via des doctorants et des post-doctorants qui sont recrutés sur ces thématiques. Et puis aussi avec la mise à jour des programmes du master de cryptographie et donc qui intègrent au fur et à mesure des années ces nouvelles thématiques. Et puis bien sûr, comme ça a déjà été évoqué, ça montait en puissance dans le cadre de la Cyber School, qui a pour ambition donc de doubler le nombre d'étudiants formés à la sécurité, à la fois pour des débouchés industriels ou de recherche étatique comme à la DGA, mais aussi pour la recherche académique qui a aussi des gros besoins en bons candidats en cybersécurité, comme Ludovic l'a déjà évoqué. Donc, en termes d'activité, il y a plusieurs aspects sur lesquels l'IRMAR est impliqué. Le gros de l'activité, ça tourne autour de la cryptographie à clé publique, puisque c'est un domaine qui fait intervenir beaucoup de mathématiques. Et donc, on a en particulier
au niveau classique, c'est-à-dire attaquable par un ordinateur quantique, on a une expertise importante sur l'utilisation des courbes algébriques pour la cryptographie. Et donc à l'heure actuelle, c'est ce qui se fait de plus sûr et de plus efficace, y compris en environnement restreint. Et on travaille sur des améliorations en termes d'efficacité ou de résistance aux attaques, mais aussi à des généralisations à des objets plus évolués ou pour de nouvelles applications concrètes. On a d'ailleurs plusieurs collaborations en cours avec des industriels sur ce type de sujet, que ce soit pour la création de nouvelles courbes d'intérêt ou pour la résistance aux attaques. Et puis, on est aussi impliqué dans la cryptographie post-quantique, en particulier la cryptographie à base de code correcteur ou d'isogénie entre courbes. C'est des sujets plus exploratoires parce qu'ils ne sont pas encore déployés au niveau industriel, mais là aussi, on a le potentiel scientifique pour accroître notre activité sur ces thématiques. Je dirais que ce qui nous manque un petit peu pour nous développer, c'est plus des recrutements de chercheurs permanents dans ces thématiques. Au niveau des doctorants et des post-doctorants, on a une montée en puissance assez importante. Au niveau des relations avec les industriels aussi, c'est plus sur les recrutements de chercheurs permanents que c'est un petit peu compliqué au niveau mathématique. Ce n'est pas spécifique à ce domaine-là, hein, c'est une problématique plus générale. Et puis après, bah, effectivement, il y a un certain nombre de projets et un certain nombre de points sur lesquels, de points de contact potentiels entre les mathématiques et la cybersécurité. Donc, je pense par exemple à la cryptographie homomorphe ou à la cryptographie fonctionnelle. Donc, c'est des types de cryptographie qui permettent de travailler directement sur les données chiffrées et qui permettent donc d'améliorer le respect de la vie privée. En particulier dans le traitement des bases de données pour l'apprentissage statistique, par exemple. Donc, de pouvoir faire de l'apprentissage sur des données chiffrées et donc sans avoir accès aux données qui peuvent être privées. Donc ça, c'est une activité qui, là encore, se développe à l'IRMAR ces dernières années, enfin même ces derniers mois plutôt, en interaction avec des entreprises. Il y a aussi dans le domaine des statistiques où il y a beaucoup de potentiel. Donc, par exemple, sur la question des générateurs d'aléas. Et il y a aussi des travaux en cours à l'IRMAR sur la détection de statistiques d'événements rares qui peuvent être utilisés pour détecter des intrusions ou des attaques. C'est un travail qui est assez théorique et qui va demander pas mal de maturation avant d'arriver à des applications concrètes comme la construction de procédures de détection, mais qui sont des points qui peuvent être importants pour la cybersécurité. Et puis, bien sûr, il y a les techniques d'apprentissage statistique, donc de machine learning, d'intelligence artificielle, qui interviennent à plusieurs niveaux dans la cybersécurité et pour lesquels il y a un certain nombre de chercheurs qui sont impliqués sur ces thématiques-là à l'IRMAR et qui pourraient donc s'orienter vers des applications en cybersécurité. Donc c'est clair que c'est un aspect à développer à l'avenir. La problématique qui va se poser ici, c'est plus que cette thématique de l'intelligence artificielle. Il n'y a pas qu'en cybersécurité qu'elle se développe ces dernières années, ça se développe de partout. Et donc, les collègues sont très, très sollicités. Donc, c'est pas facile d'arriver à les orienter vers la cybersécurité, d'autant que c'est pas un domaine auquel ils sont habitués. Ils sont plus habitués à travailler avec les gens en santé, en environnement, en agronomie, par exemple. Donc, voilà ce que je peux dire sur l'activité des mathématiques en lien avec la cybersécurité. Merci Sylvain. Donc en fait, puisque tu as parlé des thématiques, je vais me tourner vers David Deline pour lui demander en fait de citer rapidement 3 thématiques qui lui semblent absolument essentielles de creuser en lien avec des préoccupations opérationnelles de cybersécurité et qu'on pourra essayer de mettre en regard avec ce qui se fait dans les laboratoires académiques. D'accord. Merci David. Donc 3, ça va m'obliger à faire des choix. Donc
je dirais que en priorité, il y a bien évidemment la cryptographie, qui est évidemment un enjeu de souveraineté extrêmement fort pour la protection de ce qu'on appelle le classifié de défense, et donc qui nous demande d'avoir un niveau d'excellence académique et donc qui, je dirais, nous incite à avoir un très très fort niveau de coopération et d'association avec le milieu académique. Donc la crypto, que ce soit la crypto classique sur laquelle on continue à développer des algorithmes ou les travaux sur la crypto post-quantique. Donc ça, c'est évidemment la première thématique qui est extrêmement centrale. Je pense qu'il y a une deuxième thématique qui est extrêmement importante, qui est la sécurité des matériels et des systèmes embarqués. Tout simplement parce que on est dans un environnement où le numérique est de plus en plus présent dans les systèmes d'armes, et on voit de plus en plus en fait de capacités numériques embarquées dans les systèmes, et il devient de plus en plus important d'arriver à maîtriser le niveau de cybersécurité d'un calculateur embarqué dans un sous-marin, dans un aéronef ou dans un véhicule, voilà, pour des raisons évidentes. Troisième thématique que je mentionnerai, c'est évidemment tout ce qui est lié à la supervision de la sécurité, à la détection et à la lutte informatique défensive, qui reste évidemment un élément central, puisque quand on regarde un petit peu les trois piliers de la cybersécurité, on a le pilier de la protection, donc où la crypto est évidemment centrale, mais comme on est dans des systèmes qui sont de plus en plus interconnectés, eh bien on a aussi de très forts enjeux en fait de surveillance et de détection des attaques. Là encore, l'actualité récente, hein, puisqu'il y a eu un certain nombre d'articles qui sont parus, notamment sur les attaques qui ont ciblé par exemple la force Barkhane au Mali. Donc on a aussi des enjeux très très forts dans ce domaine-là. Donc voilà, donc si je devais en citer trois pour démarrer, ça serait ces trois-là. Ah, merci David. Donc tu as parlé de crypto, et donc en fait je connais bien le sujet, en tout cas la crypto est principalement localisée sur la place de Rennes. On en a déjà un petit peu parlé à l'IRMAR. Il y a aussi une équipe forte à l'IRISA. Ludovic, tu peux en dire deux mots ? Oui, tout à fait. Donc, il y a une équipe qui a été construite il y a déjà quelques années à l'IRISA qui s'appelle EMSEC, qui a un certain nombre d'activités dans le domaine de la cryptographie. Donc, une première activité, disons, autour de la conception de chiffres, en particulier post-quantique. Une deuxième activité autour de l'évaluation, et là également dans le post-quantique, beaucoup, des propositions qui sont faites par ailleurs, mais également des dispositifs matériels. Il y a un petit lien avec la sécurité matérielle et l'embarqué, bien sûr, ici. Et puis enfin, avec une troisième aspect de la cryptographie, qu'on appelle plutôt les protocoles cryptographiques. Certaines familles de protocoles cryptographiques sont étudiées dans EMSEC, où on regarde comment on peut établir une propriété entre deux parties communicantes, par exemple authentifier une identité de quelqu'un, en faisant appel à des mécanismes cryptographiques, mais aussi en faisant appel à des échanges. Et ça donne naissance à des protocoles qui sont assez compliqués, et en particulier assez compliqués à prouver comme sûrs. Et donc, il y a des travaux dans ce sens dans l'équipe EMSEC. Donc, ce sujet de la cryptographie était pas très présent dans le monde informatique, disons, pour me distinguer un peu des maths et de l'IRMAR que vient de présenter Sylvain. Depuis quelques années, il a été investi par les informaticiens, pour dire les choses comme ça, au travers d'EMSEC par exemple, et puis on voit aussi que d'autres partenaires informaticiens locaux dans des écoles ou dans des institutions, CNRS, INRIA, à l'INSA, ont investi également, ont recruté des cryptographes. Et donc, il est en train de se constituer également du côté informaticien, disons, un pôle en cryptographie important et intéressant, et avec un axe intéressant sur la crypto post-quantique, et avec un axe particulièrement intéressant dans l'évaluation des dispositifs, y compris hardware.
Voilà ce que je peux dire. Merci Ludovic. Et en fait, tu m'as fait penser que, dans l'activité crypto au sens large, parce que effectivement la crypto, il faut concevoir des primitives, des protocoles, mais il faut les implémenter. Mais en fait, il y a un très très fort groupe holistique qui s'occupe de sécurité matérielle et en particulier d'implémentation efficace et sécurisée de la cryptographie, que connaît bien Guy Gonia, puisqu'il en fait partie. Et donc Guy Gonia, tu peux nous en parler un petit peu? Mais, donc, je peux dire général là, sur effectivement la sécurité matérielle, la sécurité des systèmes embarqués. Et donc, effectivement, l'implémentation de cryptographie post-quantique ou de cryptographie plus classique, hein, comme les courbes elliptiques, par exemple, ou hyperelliptiques. Effectivement, c'est des sujets d'intérêt qui sont développés principalement à Lorient, mais également aussi un peu à Brest. Avec notamment aussi des plateformes d'évaluation, hein, puisque, comme il était indiqué par David Deline, la sécurité de ces systèmes-là passe par la protection contre des attaques, à la fois des attaques logiques, mais aussi des attaques physiques, hein, donc ce qu'on appelle des side channels ou des attaques en faute. Et donc, effectivement, dans le cadre d'un CPER précédent, on a développé une plateforme d'évaluation qui permet de tester la robustesse de ces systèmes-là, de tester les contre-mesures qui sont développées, de manière à garantir qu'une brique crypto, typiquement, peut résister à des attaques physiques qui sont mises en œuvre. Voilà, donc voilà, j'en dirai pas plus parce que le temps coule, mais effectivement, les systèmes embarqués, la sécurité matérielle, c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de nos préoccupations. En fait, je veux dire, en fait, on a choisi un sujet un petit peu au hasard, et en fait, on pourrait passer, on l'a fait entre nous, hein, tout à l'heure, on pourrait passer en revue tous les sujets prioritaires pour la DGA, et on verrait que, en fait, il y a des convergences, il y a des synergies à exploiter entre le pôle technique de la DGA et la recherche académique. Mais en fait, je vais prendre quelques questions maintenant, parce que je voudrais pouvoir interagir avec l'auditoire. Alors, il y a une première question, je pense qu'il va s'adresser à David Deline, une question d'un membre de l'auditoire qui demande s'il y a des différences fondamentales entre les systèmes d'information militaire, typiquement ceux qui sont inclus dans les systèmes d'armes, et les systèmes d'information civile. Alors oui, il y a des différences. C'est ce qui fait qu'on est amené à faire des développements spécifiques, hein. Les différences, elles sont de deux natures. Il y a une première différence sur le niveau de performance cyber qu'on va demander. Donc en gros, on va avoir une plus grande résistance des mécanismes sur un missile ou sur un véhicule militaire que sur, par exemple, un véhicule du commerce. Voilà, ça c'est un premier élément différenciateur. Et il y a un deuxième élément différenciateur qui sont les contraintes d'environnement. C'est-à-dire que quand vous avez besoin de sécuriser l'autodirecteur d'un missile ou quand vous avez besoin de sécuriser des systèmes embarqués à bord d'un aéronef, vous avez très peu de place pour embarquer des cartes électroniques, et ces cartes électroniques sont soumises à des contraintes d'environnement thermique en termes d'accélération qui font aussi, contraintes environnementales au sens large, qui font que on ne peut pas s'appuyer sur des produits sur étagère. On est obligé, même si on essaye d'avoir le plus de produits sur étagère possible, on est obligé d'avoir recours à des développements spécifiques. Merci David pour cet éclairage. Je vois une autre question. Si je comprends bien, le recrutement pour former des ingénieurs cybersécurité est difficile. Quel est l'ordre d'idée en Bretagne? Alors des ingénieurs ou des docteurs? Alors moi je peux indiquer on va dire le nombre de docteurs qui sont financés, enfin de bourses de thèse qui sont lancées tous les ans par le biais du pôle de recherche cyber. Et c'est juste une fraction des thèses qui sont lancées tous les ans dans le domaine de la cybersécurité. Et donc, il y en a 13. Je dirais qu'il y en a au moins, il doit y en avoir une trentaine tous les ans de thèses, c'est à vue de nez, hein, qui sont lancées dans le domaine de la cybersécurité en région Bretagne. Peut-être un élément de réponse complémentaire peut être obtenu à travers d'une étude qui a été conduite par l'Alliance Alisten
il y a quelques années, donc ça commence à dater. Ils avaient essayé d'évaluer le nombre d'équivalents temps plein, chercheurs, doctorants, etc., dans les différentes villes de France. Et de ça, il ressort alors c'est une grosse louche, hein, mais voilà, on nous dit 20, 80, 200. On est plus proche de 200 quand même, hein, de doctorants qui sont formés en Bretagne dans les différents laboratoires qu'on a pu évoquer aujourd'hui, et plus ceux qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer. Après, je comprends pas trop bien la question. Alors, ça mélange ingénieur-docteur. La formation d'ingénieur, je pense qu'on peut distinguer deux choses. Il y a les spécialistes en sécurité et les autres. Et en particulier les autres informaticiens, électroniciens. Je pense que les spécialistes en sécurité, j'ai une vision qui n'est pas complètement claire à l'échelle de la Bretagne. En revanche, à l'échelle de Rennes, on voit que vraiment des spécialistes en sécurité, là aussi, hein, on va compter en centaines, disons, hein, c'est cet ordre de grandeur-là. Encore une fois, l'objectif de l'EUR, c'est de doubler ça. Et puis, il y a aussi beaucoup d'ingénieurs en sécurité qui sont formés. Donc, moi, je suis de l'Est de la Bretagne, mais il y a aussi beaucoup d'ingénieurs qui sont formés à Brest, à Vannes ou à Lorient. Donc, vous voyez, on forme déjà beaucoup, mais ce qu'on a voulu dire tout à l'heure, c'est qu'on formait insuffisamment étant donné la demande. Juste pour compléter, je pense qu'effectivement, il y a 3 niveaux de formation. Il y a les niveaux techniciens. Je pense qu'il ne faut pas non plus oublier parce qu'il y a des demandes importantes au niveau Bac+3. Donc, il y a des niveaux de formation technicien. Au niveau ingénieur et master, là, je pense qu'effectivement, on est en plusieurs centaines. Hein. À mon avis, c'est difficile comme ça parce qu'on ne s'est pas concerté, mais je pense que 300 ingénieurs et master qui sortent chaque année, à mon avis, c'est une fourchette basse. Et puis après, il y a les docteurs qui est un autre niveau, effectivement, qui est également très important. Et donc, je vais interroger aussi Sylvain sur cette question parce qu'il il dirige une formation donc un master de cryptographie à Rennes, donc qui s'apparente à une formation au niveau ingénieur. Combien d'étudiants tous les ans sont formés dans le cadre de ton master, Sylvain? On forme une petite vingtaine d'étudiants par an dans le master de cryptographie. Et quels sont les débouchés? Les débouchés, c'est principalement ingénieur R&D. Après, il y a... Oui, ouais, essentiellement c'est ça. C'est-à-dire qu'après, à la marge, il va y avoir des ingénieurs simplement développement et puis des gens qui vont faire plus de la recherche éventuellement académique. Mais le gros des débouchés, c'est ingénieur R&D dans des entreprises comme Thales, Orange, des choses. Ok, merci Sylvain. Bon, en fait, donc malheureusement, on pourrait continuer à discuter. Vous voyez qu'on a commencé par parler de recherche, de montée en puissance, de l'activité de cybersécurité. Nous avons passé en revue des thématiques et on voit bien qu'il y a des synergies très importantes entre les différents établissements. On a parlé de formation et là encore, on voit que chaque acteur de l'écosystème régional apporte sa pierre à l'édifice et que finalement, bon, en fait, ces discussions, on les a en permanence. Hein, on a des structures de gouvernance, on se connaît tous bien, on interagit régulièrement sur toutes ces questions et on essaie d'organiser les choses de manière à ce que tout se passe bien, tout se passe au mieux. Et voilà, donc, mais comme je le disais, en fait, on doit mettre un terme à cette table ronde. Je vais maintenant passer la parole à Pierre-Arnaud Borelli, qui est le délégué général du pôle d'excellence cyber et qui est en fait l'association Loi 1901 qui justement chapeaute l'ensemble de ces sujets, recherche, développement économique et puis formation, pour un mot de conclusion. Merci David. Bonjour à tous. D'abord, je tiens à féliciter l'ensemble des intervenants de cet après-midi. Les échanges ont été très riches et j'ai cherché l'expression parmi tout ce que j'ai pu entendre qui résumait le mieux ce que vous avez pu dire
quant à ce mariage de la dualité entre différents mondes, celui du monde militaire, du monde civil, celui de la recherche, de l'académique, du secteur privé. Et en fait, j'ai entendu dans la bouche de Sylvain potentiel scientifique. Et ça m'a ramené tout de suite aux grandes constructions scientifiques à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. Et même si la recherche en cybersécurité n'a pas commencé en 2014 avec la rencontre de l'ambition du ministère des Armées de la région Bretagne, du pacte défense cyber et du pacte d'avenir pour la Bretagne, eh bien effectivement, nous trouvons au quotidien et à travers le renouvellement de l'accord général de partenariat les outils et l'initiative du développement du potentiel scientifique de notre pays. Et ça, c'est beau et c'est une très belle ambition. Donc, en tant que délégué du pôle d'excellence cyber, je me félicite d'assister à toutes ces initiatives et de voir combien il y a cette envie de progresser ensemble pour décloisonner nos écosystèmes, pour fédérer les énergies, pour l'animer et pour travailler finalement sur des thématiques qui sont transverses, qui s'appliquent à différents domaines. On a parlé d'intelligence artificielle, on a parlé de respect de la vie privée, on a parlé de santé. Donc les domaines d'application sont très, très variés. Et tout ça dans une idée de souveraineté. Et le pôle d'excellence cyber est bien là pour appuyer le développement d'une filière cyber souveraine. On a parlé bien sûr beaucoup Bretagne, puisque nous avons beaucoup d'acteurs. C'est le jeu de l'accord général de partenariat des acteurs qui sont en Bretagne. Mais n'oublions pas qu'effectivement, je ne connais pas l'un d'entre vous qui n'ait pas des contacts et qui rayonne pas bien au-delà de la Bretagne, puisque la recherche, elle est nationale, elle est à ambition européenne, ce qui a été particulièrement souligné en introduction par Bernard Pouliquin, mais aussi par le directeur de DGAMI, le ministère des Armées ayant bien sûr une vocation beaucoup plus large que le territoire sur lequel nous nous exprimons aujourd'hui. Donc, je tiens encore à remercier chacun de cette participation, de cette énergie qui est mise au service de la recherche et de l'innovation, puisqu'il s'agit bien de rassembler, de décloisonner et de rapprocher, ça aussi ça a été dit, l'innovation applicative, donc la recherche de l'innovation applicative et du développement économique, avec l'ambition d'avoir plus de formation aux différents niveaux requis et donc ainsi de développer l'ensemble de notre socle souverain de cyberdéfense et de cybersécurité. Donc, je remercie David pour son animation du jour, mais aussi pour son travail quotidien au service de l'accord général de partenariat, chacun des intervenants, bien évidemment les fondateurs, représentés ici par DGAMI et M. Bernard Pouliquin, et puis l'ensemble des participants qui nous ont suivis cet après-midi. David, je te laisse dire le dernier mot. Merci beaucoup Pierre Arnaud. Et donc je vais juste reprendre la parole mais pour en fait remercier l'auditoire et faire un petit appel. Si parmi vous il y a des experts techniques, qui soient industriels, académiques, travaillant au ministère des Armées, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. On a des séminaires. Alors en ce moment, ils ne fonctionnent pas très bien, mais après la fin de la crise sanitaire, tout va rentrer dans l'ordre, j'espère. Et en fait, ils sont ouverts à tout le monde. Donc vous avez le bulletin, vous vous inscrivez. Il y a les séances de séminaires. Venez nous rejoindre. Nous serons très contents nous recevons nous accueillons toutes les bonnes volontés et nous serons contents de travailler avec vous. Voilà, merci à tous et puis bonne fin de journée.